La mort survient souvent de manière totalement inattendue. Cette vidéo révèle 5 histoires réelles des décès les plus étranges jamais enregistrés. Ces cas incroyables mais vrais, allant d'accidents absurdes à des incidents stupéfiants, vous laisseront sans voix. Préparez-vous à plonger dans l'univers troublant et fascinant de l'imprévu. Le 5 mars 2019, sur l'autoroute Interstate 10 près de la côte du golfe du Mississippi, un drame inimaginable s'est produit. Margaret Maurer, surnommée Meg par ses proches, était une étudiante de 21 ans à l'université Tulane. En dernière année d'écologie et de biologie évolutive, elle participait à des programmes de leadership et travaillait comme enseignante assistante. Originaire de Forest Lake, dans le Minnesota, Meg était passionnée par les plantes. Ce jour-là, Meg et 5 amis se rendirent dans un chalet situé dans les montagnes Blue Ridge, en Caroline du Nord. Après avoir assisté au défilé de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, ils étaient impatients de partir en randonnée. Voyageant en 2 voitures, ils se sont arrêtés à une aire de repos à l'ouest de Pascagoula, dans le Mississippi, pour faire une pause. Alors que Meg se tenait près de sa voiture, prête à repartir, un événement inimaginable s'est produit. Un camion poids lourd de 18 roues, roulant sur l'Interstate 10 en direction ouest, a perdu une paire de roues arrière. Ces roues, pesant environ 450 kg, se sont détachées et ont roulé sur 260 mètres avant de heurter Meg. L'impact a été dévastateur et les roues ont continué à rouler sur 45 mètres avant de s'arrêter. La scène était chaotique et profondément bouleversante. Le capitaine Casey Baxter de la police de Gautier a décrit l'incident comme une chaîne d'événements tragiques et imprévisibles. Le chauffeur du camion, ignorant ce qui s'était passé, est finalement retourné à l'aire de repos après avoir remarqué un problème. Les autorités ont déterminé que le camion, appartenant à Dana Transport Inc., manquait une petite mais essentielle pièce mécanique, une rondelle de blocage métallique de 7,5 cm. Cette pièce, bon marché, était indispensable pour maintenir les roues en place. Son absence a probablement causé l'accident. La disparition de Meg a été un choc immense pour sa famille. Sa mère, Tracy Maurer, a évoqué l'impact profond de Meg sur ceux qui l'entouraient, soulignant la joie qu'elle apportait à tous et la douleur immense ressentie par ceux qui l'aimaient. Les professeurs de Meg la décrivaient comme une étudiante brillante, créative et passionnée. La professeure Dorothy Cheruyot du département d'écologie et de biologie évolutive a mentionné l'enthousiasme de Meg pour ce voyage, notamment son impatience à l'idée du chalet et des randonnées. Une autre professeure, Donata Henry, a souligné son amour pour l'apprentissage, la qualifiant des étoiles brillantes, dotée d'une passion profonde pour la découverte. En plus de ses accomplissements académiques, Meg était une artiste talentueuse. Elle illustrant un livre sur les insectes tropicaux et les oiseaux pour le professeur Tom Cherry, dont l'admiration reflétait l'émerveillement que son travail suscitait. Ses illustrations détaillées, notamment les ailes de papillon, brillaient d'un éclat saisissant. Quelques jours avant l'accident, Meg avait soumis plusieurs œuvres terminées, témoignant de son talent remarquable. La communauté de Tulane a pleuré la perte de Meg, la décrivant comme une étudiante ayant laissé une empreinte durable sur tous ceux qu'elle rencontrait. Un communiqué de l'université a souligné la tragédie de perdre 2 membres de la communauté en peu de temps, faisant référence à un autre incident où un diplômé de la faculté de droit avait également perdu la vie. En mémoire de Meg, sa famille et ses amis ont lancé une campagne GoFundMe pour soutenir les causes qui lui tenaient à cœur, comme la conservation et l'éducation. Des plans ont également été établis pour exposer ses illustrations scientifiques en hommage à ses contributions artistiques et académiques. Avant son décès, Meg travaillait sur un projet de jardin communautaire à la Nouvelle-Orléans, témoignant de son engagement à utiliser ses connaissances pour le bien des autres. Ses proches chérissent les souvenirs de sa personnalité vibrante et de ses réalisations exceptionnelles. Son frère cadet, proche en âge, ressent particulièrement l'absence de sa compagne de toujours, car il n'avait jamais connu un monde sans l'autre. Cet événement tragique illustre l'imprévisibilité de la vie et l'importance de savourer chaque instant. L'héritage de Meg perdure à travers son travail, ses passions et l'impact qu'elle a eu sur les personnes qui l'entouraient. Le 30 juillet 2005, à Benidorm, en Espagne, Mildred Bowman, 62 ans, et Alice Wardle, 68 ans, 2 sœurs originaires de Gateshead, en Angleterre, venaient d'arriver pour des vacances tant attendues au Levant Club Apartments. Ces voyages en Espagne étaient une tradition régulière pour elles. Veuves et grand-mères, elles appréciaient ces séjours relaxants. Les sœurs avaient prévu de retrouver le lendemain la fille d'Alice, son mari et leurs 2 enfants. Mais lorsqu'ils sont arrivés au lieu de rendez-vous, Mildred et Alice étaient absentes. L'inquiétude s'est rapidement installée, car les 2 femmes étaient connues pour leur ponctualité et leur fiabilité.
Durant les jours suivants, leur famille a cherché partout dans Benidorm, visitant leurs endroits habituels et interrogeant les habitants, mais aucune trace d'elle n'a été trouvée. Au Levant Club Apartments, le personnel de l'hôtel a remarqué que la porte de leur chambre restait fermée et intacte depuis plusieurs jours. Le 4 août, un technicien de maintenance est entré dans la chambre pour enquêter. Ce qu'il a découvert allait le marquer à jamais. Mildred et Alice ont été retrouvés sans vie sous l'imposante structure en bois d'un lit escamotable. Ce lit, censé être solidement fixé au mur, s'était détaché et s'était effondré sur elles pendant leur sommeil. Piégées sous son poids, elles y sont restées coincées. Les indices ont révélé qu'elles avaient probablement été bloquées là pendant 4 jours. Incapables de se libérer, elles ont vécu une agonie lente et douloureuse, des blessures sur leurs mains témoignant de leur tentative désespérée pour s'échapper. Une enquête menée par le coroner de Gateshead, Terence Carney, a révélé les circonstances tragiques de l'incident. Les vis fixant le cadre du lit étaient trop petites pour les chevilles du mural, ce qui a conduit au détachement et à la chute du lit. Le coroner Carney a qualifié ces décès de totalement évitables, insistant sur le fait qu'une installation correcte aurait empêché ce drame. Ces conclusions ont bouleversé la famille des sœurs, qui espérait obtenir justice et responsabilité. Cependant, un tribunal espagnol avait déjà innocenté la direction de l'établissement quelques mois auparavant, jugeant que le complexe n'était pas directement responsable de la mauvaise installation du lit. Cette décision a accentué le chagrin de la famille. Les enfants de Mildred, Paul, John et Carol Gregory, étaient dévastés et révoltés. Malgré leurs efforts acharnés pour tenir la direction du complexe responsable, aucune action n'a été entreprise. Paul a exprimé son indignation, soulignant l'injustice de voir sa mère et sa tante subir une souffrance inimaginable sans qu'aucun responsable ne soit désigné pour cette tragédie évitable. Ce drame a suscité des discussions plus larges sur la sécurité dans les hôtels et les responsabilités des opérateurs touristiques. La fille de Mildred, Carol, a insisté sur la nécessité de réformes pour prévenir de futurs incidents, affirmant qu'un tel événement ne devrait jamais se reproduire. Elle a exhorté à prendre des mesures pour protéger les voyageurs. La famille a également affronté une bataille juridique difficile avec l'opérateur touristique Thomas Cook. Bien que l'entreprise ait initialement proposé une indemnisation, elle s'est rétractée, invoquant le temps écoulé depuis l'incident. Ce revirement a laissé la famille se sentir abandonnée et impuissante dans sa quête de justice. Un porte-parole de Thomas Cook a exprimé ses condoléances, mais qu'aucun accord n'avait été trouvé malgré les efforts déployés. Lors de l'enquête à Gateshead, le coroner Carney a réaffirmé que la tragédie était due à l'utilisation de vis inappropriées. Il a décrit ces décès comme évitables, soulignant l'importance de mesures de sécurité adéquates dans les hébergements. Malgré leurs efforts incessants, la famille a fait face à de nombreux obstacles juridiques et bureaucratiques. Elle a appelé à des réglementations plus strictes dans l'industrie du tourisme pour protéger les voyageurs. Leur plaidoyer illustre comment la négligence peut entraîner des conséquences dévastatrices, même dans des environnements en apparence sûrs. La famille continue d'honorer la mémoire de Mildred et Alice. Leur histoire est un avertissement sur les conséquences de l'inaction et la nécessité de responsabiliser les acteurs pour garantir la sécurité des visiteurs. Elle témoigne aussi de la résilience d'une famille déterminée à obtenir justice malgré une perte immense. Les décès de Mildred Bowman et Alice Wardle rappellent tragiquement comment des erreurs évitables peuvent entraîner des conséquences fatales. Leur histoire soulève des questions cruciales. Des mesures de sécurité renforcées auraient-elles pu les sauver ? Que peut-on faire pour responsabiliser davantage ceux qui négligent ces mesures ? Ces questions alimentent l'appel à des changements, incitant l'industrie à placer la sécurité au cœur de ses priorités pour tous les voyageurs. Le 11 juillet 2024, sur l'île d'Olango, aux Philippines, Catherine Egam Makiwan, une mère de 43 ans originaire de Cagayan de Oro City, profitait de vacances avec son mari, Ken Makiwan, et leurs 2 enfants. Ken, originaire d'Édimbourg, travaillait comme spécialiste en technologie à Singapour. Catherine, connue pour son esprit aventureux, était impatiente d'essayer l'activité du jumping balloon au complexe touristique de Pinky's Floating Cottage. La famille était enthousiaste à l'idée de profiter des activités de la journée. Le temps était parfait, avec un ciel dégagé et une brise légère. Catherine a décidé de tenter le jumping balloon, un dispositif gonflable qui propulse les participants dans les airs lorsqu'une autre personne saute dessus depuis une plateforme. Ken et leurs enfants se tenaient à proximité, prêts à immortaliser le moment avec leur téléphone. Catherine s'est allongée à une extrémité du gonflable pendant qu'un membre du personnel montait sur une plateforme pour sauter. Lorsque ce dernier a atterri, Catherine a été projetée haut dans les airs. Ce qui avait commencé comme une expérience exaltante s'est rapidement transformé en tragédie. Au lieu de plonger dans l'eau, Catherine est retombée tête la première sur le gonflable, subissant un impact violent.
Son cou a été gravement blessé, restant immobile sous l'eau. Un employé du complexe, Jay Polongtong, 21 ans, a immédiatement plongé pour lui porter secours. Il a ramené Catherine à la rive, mais elle ne montrait aucun signe de vie. Les spectateurs, inquiets, ont observé tandis que Jay et d'autres tentèrent de la secourir. Les services d'urgence ont été appelés et Catherine a été transportée au Vicente Soto Memorial Medical Center. À l'hôpital, les médecins ont tout fait pour la sauver. Catherine a été placée dans le coma, sa famille restant à son chevet, priant pour son rétablissement. Pendant 8 jours, ils ont espéré, mais le 19 juillet, elle a succombé à ses blessures à la colonne vertébrale causée par l'accident. Ken a partagé en ligne une photo émouvante de Catherine avec leurs enfants, exprimant son immense chagrin. Les autorités locales, dont le maire de Lapu-Lapu City, Junar Chan, ont réagi rapidement. Le 21 juillet, le maire a émis un ordre de cessation et de suspension, interrompant toutes les activités du complexe. Il a exigé des mesures de sécurité renforcées pour éviter de futurs incidents et a prévu une réunion avec les responsables du complexe pour examiner leurs pratiques. Le gestionnaire du complexe a déclaré que tous les visiteurs recevaient des consignes de sécurité avant de participer à l'activité de jumping balloon. Cependant, l'accident a soulevé des doutes sur l'efficacité de ces instructions et leur communication. Les propriétaires du complexe se sont engagés à couvrir les frais médicaux et funéraires de Catherine et à coopérer pleinement avec l'enquête. Les autorités ont lancé une enquête approfondie, examinant les permis et les protocoles de sécurité du complexe. Les enquêteurs ont cherché à déterminer si des manquements en matière de sécurité avaient contribué à l'accident. Pendant ce temps, le décès de Catherine est devenu un exemple des risques associés aux activités extrêmes. Une activité autrefois populaire est désormais le symbole de l'importance des mesures de sécurité appropriées. Alors que l'enquête se poursuit, Ken et ses enfants sont retournés à Singapour, essayant de surmonter leurs pertes. Le soutien de leurs proches et amis ne suffit pas à combler l'immense vide laissé par Catherine. Dans la nuit du 16 octobre 2021, au centre de retraite Arkeora, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Jarad Antonovich, un homme de 46 ans originaire de Lismore, participait à une retraite spirituelle axée sur la guérison et la découverte de soi à travers des pratiques ancestrales amazoniennes. Jarad, qui avait subi des lésions cérébrales dans sa jeunesse, explorait depuis des années des voies de guérison spirituelle. Ses amis et sa famille le décrivaient comme un homme doux, compatissant et profondément engagé dans sa quête de paix intérieure et de compréhension. La retraite, organisée dans la forêt tropicale, faisait partie du Dreaming Arts Festival et était dirigée par Soulor Lor Solaris, connu pour animer des cérémonies spirituelles impliquant des substances psychoactives. L'une des pratiques phares, dirigée par Cameron Kite, consistait en un rituel de Kambo utilisant des toxines de grenouille. Le matin du 16 octobre, Jarad a participé à ce rituel où de petites brûlures sont pratiquées sur la peau pour y appliquer les toxines. Ce processus, censé purifier le corps, provoque souvent des réactions intenses, notamment des vomissements. Peu après, le visage et le cou de Jarad ont enflé, ses yeux sont devenus bouffis et sa respiration est devenue difficile. Malgré l'aggravation de son état, personne n'a sollicité d'aide médicale. Le soir même, Jarad a participé à une cérémonie d'ayahuasca impliquant une puissante décoction hallucinogène. Les participants rapportent souvent des visions vives et des purges intenses. Mais pour Jarad, l'expérience a viré au cauchemar. Au fil de la nuit, son état s'est encore détérioré. Vers minuit, il montrait des signes évidents de souffrance, se plaignant de douleurs dorsales et d'un gonflement important au niveau du cou. Finalement, il s'est allongé près d'un arbre, visiblement en détresse. À minuit 40, les ambulanciers ont finalement été appelés. À leur arrivée, Jarad était inconscient et déjà décédé. De manière choquante, la cérémonie se poursuivait à proximité. Brett Murray, un ambulancier, a plus tard témoigné que les participants étaient évasifs, suggérant initialement que Jarad avait eu une crise d'asthme. Une enquête a révélé la véritable cause du décès. Une déchirure de l'œsophage probablement provoquée par les vomissements violents dus au kambo et à l'ayahuasca. Il est également apparu que les symptômes inquiétants de Jarad avaient été ignorés tout au long de la journée, et personne n'avait pris l'initiative de lui apporter de l'aide à temps. L'enquête, menée en mai 2023, a mis au jour des détails troublants, suggérant une tentative de dissimulation. Solaris et d'autres auraient conseillé aux participants de ne pas mentionner l'utilisation de kambo et d'ayahuasca, des substances illégales à l'époque. Des témoins ont déclaré avoir reçu des instructions pour mentir aux autorités. Lurel Alfunder, une participante, a refusé de suivre la demande de Solaris de persuader le colocataire de Jarad de garder le silence, exposant ainsi les efforts pour dissimuler la vérité. Les témoignages des participants étaient de variés, mais il était évident que Jarad
avait montré des signes visibles de détresse pendant des heures. Certains témoins, comme Raphaël Lima, ont remarqué son état mais ne l'ont pas jugé préoccupant, tandis qu'une autre participante, Chelsea Hope, a évoqué des réactions parfois intenses, pouvant durer longtemps. Les preuves présentées lors de l'enquête ont pointé vers une négligence manifeste. Le coroner a trouvé des éléments suffisants pour suggérer qu'une personne connue pouvait être tenue responsable de la mort de Jarad en raison de son inaction. Par conséquent, l'affaire a été transmise au directeur des poursuites publiques et l'enquête a été suspendue. Le père de Jarad, Glenn Antonovich, a assisté à toutes les audiences, convaincu qu'il y avait eu une tentative de dissimulation. Lui et d'autres membres de la famille ont cherché des réponses et demandé des comptes. Le coroner a salué leur persévérance et les a remerciés pour leur coopération tout au long de ce processus éprouvant. La mort de Jarad soulève des préoccupations majeures concernant l'utilisation de médecine traditionnelle en dehors de leur contexte culturel indigène. Bien que ces pratiques soient respectées dans leur tradition d'origine, elles peuvent s'avérer dangereuses sans une connaissance approfondie ou une supervision adéquate. Le 27 janvier 2023, au centre de Londres, Kevin Holding, un entrepreneur de 60 ans, effectuait l'entretien quotidien d'un urinoir pop-up. Cette tâche était courante pour Holding, qui travaillait pour la société High-Tech Washroom Solutions Limited. Il se trouvait à Cambridge Circus, une zone animée où Shaftesbury Avenue rencontre Charing Cross Road, juste en dehors du Palace Theatre, où était jouée la pièce Harry Potter and the Cursed Child. Kevin Holding, père de 3 enfants et originaire de Beckenham dans le sud-est de Londres, était connu pour son dévouement au travail et à sa famille. Le conseil municipal de Westminster avait introduit les urinoirs pop-up à Londres il y a environ 20 ans pour répondre aux préoccupations relatives à l'hygiène publique. Ces dispositifs restent souterrains pendant la journée et remontent hydrauliquement la nuit. Ce jour-là, Holding s'assurait qu'un de ses urinoirs fonctionnait correctement. Il avait commencé à travailler entre 10h et 10h30 et avait été sur place pendant plusieurs heures sans incident. Vers 13h, alors qu'il finissait son travail, l'urinoir s'est soudainement effondré. Cet accident tragique a été capturé par les caméras de vidéosurveillance. Le lourd mécanisme hydraulique l'a piégé en dessous, lui causant des blessures graves. Les passants choqués dans le West End animé ont été témoins de l'événement horrifiant. Les services d'urgence ont été immédiatement appelés et la réponse a été rapide. Des équipes ambulancières, 4 camions de pompiers, 25 pompiers et un hélicoptère ont rapidement pris la route, les premiers intervenants arrivant sur place à 13h05. La police est arrivée peu après, bouclant la zone pour gérer la foule grandissante. Malgré l'arrivée rapide des secours, il y a eu un retard important dans l'accès à l'équipement nécessaire pour soulever la lourde structure. Un véhicule spécialisé n'est arrivé qu'après 15 heures. Pendant plus de 2 heures, les secours ont lutté pour libérer Holding. Les pompiers ont utilisé un treuil et d'autres outils pour soulever la structure, tandis que les témoins anxieux suivaient les efforts intenses pour le sauver. À 15h40, Holding a enfin été libéré, mais il était trop tard. Il a été déclaré mort sur les lieux. Une autopsie a plus tard confirmé que la cause du décès était une asphyxie par compression. Kevin Holding a été identifié grâce à sa carte Oyster, un pass de transport public. Sa disparition soudaine a dévasté sa famille. Sa compagne et ses 3 enfants étaient bouleversés par la perte de cet homme qu'il décrivait comme l'âme de la famille. Sa fille a partagé une photo émouvante de lui avec sa petite fille, écrivant « Elle te connaîtra comme le meilleur grand-père du monde entier ». Une enquête sur la mort de Holding a eu lieu au tribunal des coroners de l'Ouest de Londres. La coroner, le professeur, Fiona Wilcox, a présenté ses condoléances à la famille et a reconnu les circonstances tragiques. L'enquête a révélé un problème critique. Le retard dans l'arrivée du véhicule nécessaire pour soulever l'urinoir. Ce retard a été noté comme un problème majeur dans la réponse des secours. Le conseil municipal de Westminster a ensuite publié une déclaration exprimant ses plus sincères condoléances aux proches de Holding. Ils ont assuré au public qu'une enquête complète était en cours pour comprendre les événements ayant conduit à l'incident. La Health and Safety Executive, HSE, a également lancé une enquête pour examiner les protocoles de sécurité. La famille de Holding, notamment sa fille Carly, a exprimé sa frustration quant à la gestion de l'après-accident par les autorités. Dans une interview avec la BBC, elle a décrit son père comme étant la colle qui tenait la famille ensemble et a critiqué le manque de soutien et de communication claire des responsables. Elle a insisté sur le fait qu'aucune famille ne devrait endurer un tel traitement. Cet événement tragique soulève des questions urgentes sur la sécurité et la réponse d'urgence. La vie de Kevin Holding aurait-elle pu être sauvée si l'équipement était arrivé plus tôt? Comment les protocoles d'entretien et les mesures de sécurité des travailleurs peuvent-ils être améliorés pour éviter des accidents similaires? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir des réponses d'urgence plus rapides et plus efficaces à l'avenir?
La perte de Kevin Holding montre les risques inattendus qui peuvent surgir dans les métiers de tous les jours. Elle souligne l'importance d'améliorer les normes de sécurité et la préparation aux urgences pour protéger les travailleurs. Pour sa famille, la douleur de sa disparition est incommensurable et leur quête de réponse et de justice continue. Cette tragédie est un appel pour de meilleures mesures de sécurité et un traitement plus humain des familles des victimes.